Tuvimos el martes un evento, el opening de la exposición de Marisa Cornejo, que lo que ven hoy día aquí, los que no vinieron el martes, el trabajo de la artista Marisa Cornejo que está aquí, que justamente es un trabajo sobre decolonización y de feminismo y de biográfico y de memoria y de resistencia y de ¿qué más podemos decir? Y entonces en el marco del proyecto de Marisa tuvimos la oportunidad de tener a Roger Choi aquí con nosotros. Roger viene de Nueva Caledonia, viene de muy lejos, pero tenía la posibilidad de estar en la ONU en este momento para las comisiones de defensa de los pueblos autóctonos dentro de la Comisión de Naciones Unidas, y eso nos dio la posibilidad de tenerlo acá, gracias a Marisa también, que colaboró en la invitación de Roger. Y bueno, vamos a partir, voy a presentar, Roger Cho, lo tenemos aquí, tenemos el privilegio de estar con él y vamos a presentarlo. ¿Quieres decirnos una pequeña presentación y yo te traduzco después? Y a continuación vamos a ver el documental que habla un poco sobre la problemática del pueblo kanak. Roger Cho es del pueblo kanak de Nueva Caledonia y bueno, te dejo unos minutos, yo te leo una presentación. Merci Elus. Avant tout, je vous remercie pour votre présence, pour venir ici et de passer un petit moment pour regarder le film documentaire qu'on va présenter. Ce film documentaire retrace un peu notre travail au niveau du combat autochtone. Ça commence à partir de la Nouvelle-Calédonie, ça va jusqu'aux Nations Unies. Donc là, je suis arrivé, j'ai fait une semaine et demie aux Nations Unies au mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones. C'est le 9e mécanisme d'experts qui a été fait. Et je remercie Luz avec Jésus, Marisa et aussi Mireia de m'avoir soutenu ici dans le travail que je viens faire. Et en gros, on se rend compte que ce travail, c'est un travail de cartographie qu'on a en faire. La cartographie, c'est pour nous auto-identifier sur nos propres terres traditionnelles. Et après le travail de cartographie, il y a ce qu'on appelle le programme constructif. Le programme constructif, c'est comment on va s'utiliser nous face au monde occidental et mettre des intermédiaires pour pas que le monde occidental continue à puiser dans nos montagnes sans que nous on soit reconnus. Et après, il y a le programme économique en utilisant tout ce qui est ressources naturelles avec les nouvelles technologies pour avancer. Donc, on n'a pas encore terminé la troisième phase, mais au niveau des cartographies et du programme constructif, on est dans ça, dans mon pays, on est en train de travailler sur ça. Donc, je vous remercie et je vous laisse 52 minutes et après, je pourrai répondre à vos questions et j'ai aussi un PowerPoint juste pour définir 2 ou 3 choses au niveau des cartographies après le film. Je vous remercie bien et bon film. La Nouvelle-Calédonie est située dans le Pacifique Sud, à plus de 20 000 km de l'Europe. En 1853, l'archipel est colonisé par la France. La métropole commence alors à y envoyer des ressortissants de gré ou de force. À chaque colon et à chaque bannière libérée qui reste en Nouvelle-Calédonie, la France offre une superficie de terre à faire fructifier. Les terres distribuées sont celles des Kanaks. Ce peuple vit sur l'archipel depuis des milliers d'années et possède une organisation sociale, politique et culturelle particulière, la coutume. La société kanak est composée de différents clans, ayant chacun son chef de clan. Les clans s'organisent et se regroupent selon des structures hiérarchiques subtiles qui échappent souvent à la compréhension des colonisateurs. Le pivot de cette organisation réside dans le lien de chaque clan avec ses terres ancestrales. Je suis Kanak de la Nouvelle-Calédonie et coordinateur d'une organisation environnementale qui s'appelle le Congrès pour la coutume kanak. Mon clan, avec tous les autres clans méditerranéens, avait chacun un territoire spécifique où ils vivaient en normalisation sur leur territoire. Il y avait des clans du bord de mer et des clans du haut de la montagne. Ils vivaient bien et chacun sur leur territoire en fonction de leur culture, en fonction des produits qu'ils récupéraient, qu'ils allaient chercher à la mer.
les crustacés, les poissons et autres. Ils avaient aussi un endroit où ils se retrouvaient à chaque fois pour pouvoir échanger leurs produits sans qu'il y ait la monnaie ou quoi que ce soit. C'était un pur échange entre les clans. Avec l'arrivée des colons, les Kanaks sont regroupés dans des réserves et leurs terres deviennent propriété de l'État français. À la fin du XIXe siècle, les réserves ne représentent que 10% de la superficie des terres ancestrales des Kanaks. Jusqu'en 1946, les Kanaks sont soumis au code de l'indigénat qui les oblige à obéir et à servir le colonisateur. Quand ils ont été spoliés de leurs terres, ils sont venus rester ici, à cet endroit. Et il y a d'autres endroits aussi où les clans, quand ils ont été chassés de chez eux, sont partis pour y rester. Donc ici, c'était des endroits, c'est vrai que c'était bon, c'était des terres qui étaient cultivables, parce que des terres contre la rivière, c'était des terres rares. Le problème, c'est que quand il y avait les grandes inondations, tous ces endroits-là, ils étaient inondés. Le clan des ancêtres de Roger Chaud vivait dans l'actuelle commune de Cala-Goben. Il y a plus de 100 ans, les Français les ont contraints à quitter leurs terres traditionnelles et les ont regroupés avec d'autres clans dans une première réserve. 40 ans plus tard, une autre réserve leur a été attribuée qui ne correspond pas à leurs terres traditionnelles. C'est l'actuelle tribu de Tégon qui regroupe toujours ces différents clans. Este film fue hecho por dos realizadores suizos, o sea que es una mirada occidental, es una mirada de dos chicos suizos que solidarizaron, que se interesaron en la problemática del pueblo kanak. Conocieron a Roger Shaw en Ginebra cuando él ha estado en diversos momentos en la comunicación y en Naciones Unidas, así, participando en las comisiones y simplemente digamos, dejar que tuviéramos claro para partir la conversación que lo que acabamos de ver digamos, es una mirada desde Occidente, pero que es un intento de contar la problemática del pueblo kanak. Mais la cartographie, c'est seulement physique, topographique, ou il y a une cartographie culturelle C'est tout est à l'intérieur. Parce que le truc, c'est qu'il y a le cadastre occidental colonial avec les maisons, mais nous, on ne s'occupe pas de ça. Nous, c'est la carte, le territoire général. Après, le tertre. Le tertre, c'est là où il y avait les cases. Parce que nous, nos ancêtres, ils vivaient en nomadisation sur leur propre endroit. Donc, c'est comme ça qu'on identifie. Après, il y a les cailloux sacrés. Les cailloux sacrés, c'est que chaque clan a des endroits sacrés. Et ça, dans la déclaration des droits des peuples autochtones, il y a un article qui reconnaît la relation spirituelle des autochtones avec leur terre. Donc nous, on l'identifie sur la cartographie. Et il y a d'autres clans ne peuvent pas dire que c'est à eux. Parce que c'est à nous. On l'a identifié. Et la terre n'est pas à nous. C'est nous qui appartenons à la terre. La terre n'est pas à nous. Nous, on est là, on passe. Nos ancêtres, ils ont été des gardiens de la terre. Ils ont été là aussi. La parole, c'est accueillir. Donc nous, on doit continuer comme ça, mais là, on ne garde que 25 hectares, donc c'est pas bon, quoi. Il faut qu'on sorte de ça. Est-ce que l'animisme, encore, c'est une pratique qui se fait? Oui, là, quand on fait nos gestes coutumiers, quand on fait notre travail coutumier, les offrandes et puis tout, ça c'est un culte des ancêtres, c'est l'animisme. Après, il y a l'animisme pur, et l'animisme pur, c'est par exemple, il y a un arbre. Par exemple, nous, notre nom, elle a un arbre, chaque nom, elle a un arbre, un caillou. Donc, quand on va vers cet endroit et qu'on fait une prière, parce qu'on doit prendre une écorce pour pouvoir nous protéger, mais on est dans l'animisme. On est dans cette relation, même si on est habillé, c'est pas ça. Tout ça, c'est que des apôtres, c'est l'esprit qui est important. Les juntaron los distintos clanes, todos juntos, y que tuvieron conflicto por ello. Porque bueno, también dentro de los clanes hay diferentes maneras y creencias incluso dentro de ellos. Pues, si ya han podido, al menos, antes de buscar consenso externo, si ellos mismos han podido unirse, hacer el primer ejercicio de unirse para poder trabajar conjuntamente con este proyecto. Là, pour le moment, on n'est pas
Par contre, le directeur de la DRAC, que vous avez vu tout à l'heure qui a parlé, il a reconnu notre travail de cartographie. Mais le problème, c'est qu'il ne veut pas le reconnaître officiellement. Parce que s'il y a des problèmes, j'ai dit, mais ce n'est pas un problème. Nous, on va nous-mêmes être nos propres cobayes. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça marche. Ça ne va pas marcher. Mais nous, on sait très bien que ça va marcher. Mais après, de là, il y aura toujours des personnes qui se rencontrent. Mais peu importe, parce que nous, il faut qu'on leur dise que ce n'est pas pour vous. Ça, c'est deux personnes dans le clan, c'est de l'égoïsme. Il faut penser à vos enfants. Et vos enfants, ils doivent vivre avec vos enfants. Parce que le sang, il est partout dans les clans. C'est ça l'objectif, c'est essayer de ramener l'équilibre. Mais le problème, il n'est pas réglé totalement. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'active maintenant quand on est encore sous tutelle coloniale française. Alors, mon demande, c'est si vous allez en contre de ce référendum direct, ou vous voulez avoir des conditions spécifiques sur le référendum, mais aussi si tu pouvais choisir toi-même comment on devrait faire le référendum et quand et qui devrait voter, ce serait comment? Si tu peux décider tout. Déjà, la semaine, quand j'étais aux Nations Unies, il y a l'ami Stéphane Pecorini, il est venu là-bas, je lui ai dit, il faut que tu me fais 8 aptitudes pour que je passe. Et en fin de compte, je parlais du référendum. En disant que ce référendum, c'est pas pour nous. Et parce que c'est pas possible. 60 000 personnes, 200 000 là à côté, c'est pas possible. Il ne faut pas avoir été loin à l'école pour comprendre ça. Et donc, c'est ce qu'on entend ici, dans ce film, c'est pour que ça va passer sur les réseaux sociaux pour travailler la mentalité des jeunes. Parce que le problème, c'est qu'on va arriver en 2018, si ce référendum se met en place, et puis que si c'est non à l'indépendance, il y aurait un conflit. Pourquoi? Parce que depuis 5 ans, l'État français a laissé la vente des armes et des cartouches libres. Et avant, c'était très difficile. Maintenant, on va chez le docteur il fait un certificat médical, tu vas là-bas, tu achètes tous les armes que tu veux, toutes les munitions que tu veux. Donc ça, c'était aux Nations Unies, j'ai dit que c'est pas normal que l'État français a laissé ça comme ça, alors qu'on va vers un référendum. Mais c'est pour que demain, c'est mettre en place la théorie du chaos chez nous, pour que demain, ils vont revenir, ils vont dire comme ça, les Kanaks, ils ne sont pas matures. Ils n'arrivent même pas à comprendre qu'il y a des cartouches, il y a des autres ethnies qui sont là. Mais quand on pousse quelqu'un à la survie, quand il voit qu'en fin de compte, nos territoires se rétrécissent, automatiquement, on va vers la haine. On ne peut pas aller vers quelque chose de bon. Donc la chose, c'est que nous, on est maintenant dans un combat dans la non-violence, mais la vérité, il faut la dire. Mais le référendum, pour nous, ça ne peut pas se faire comme ça. C'est le peuple kanak, dans sa totalité, qui va voter oui ou non à l'indépendance. C'est lui-même qui est en droit de voter oui ou non à l'indépendance. Ce n'est pas les autres ethnies. Eux, ils ne peuvent pas voter, ce n'est pas possible. C'est les autres ethnies. Oui. Qu'est-ce qu'ils disent? Ben, ils sont partagés. Pourquoi ils sont partagés? Il y a beaucoup de gens qui sont pour que la France reste là, parce qu'ils voient tout ce qui est mis en place par l'État français. Et il y a une partie aussi qui sont pour les Kanaks, mais le problème, c'est que le Front Uni de Libération Kanak Socialiste n'a pas de projet clair. Comment on fait à partir d'aujourd'hui, quand on va partir, comment est la transition, comment on va vivre demain dedans l'indépendance, quel sera le statut des terres, comment... Il y a toutes ces choses-là qui sont pas faites. On n'a pas de docteur, on n'a pas d'avocat, on n'a pas de... Donc, si on est indépendant, c'est la matière grise qui arrive de l'extérieur, qui va toujours utiliser toutes les classes au niveau institutionnel, non? Puisque l'État français et le FNKS n'ont pas fait des démarches depuis 1988 pour émanciper, avoir un programme global économique et d'émancipation en général, des Kanaks, des autres ethnies qui sont là avec nous. Tu crois alors que c'est un premier pas en fait, maintenant pour vous? C'est avance petit à petit, c'est un premier moment pour avancer pour vous. Tous ces processus que se deviennent maintenant. Nous, on est obligé d'avancer dans la résolution du conflit parce qu'on sait très bien que si ça éclate, ça va mal se passer, donc on continue à le faire. Mais politiquement, il y a pas de... Vous êtes opposé alors au référendum? Nous, on est contre le référendum. On ne fait pas du référendum. Parce que c'est un référendum qui a été mis en place par l'État français. Et pardon, juste pour revenir dessus, c'est que quand ils ont fait ça en 88, ils ont signé les accords de Matignon. Il y avait Rocard, Jean-Marie Thibault pour le FNKS et Jacques Lafleur, un gros bonnet de la droite locale. Et lui, tout son argent, ça vient des montagnes de nickel de chez nous. Il a monté toutes ces sociétés. Et la chose, c'est qu'en 2014, on devait avoir le premier référendum. Et ce premier référendum, il fallait qu'au Congrès, c'est-à-dire le Congrès du territoire, il fallait que le FNKS ait 3/5 des sièges.
Mais comme ils ont perdu les élections, ils ne pouvaient pas avoir les 3/5 des sièges, donc ils ne pouvaient pas faire passer le référendum. Donc ils ont fait repousser jusqu'en 2018. Et après 2018, si ça ne marche pas, il y a 2023. Mais je ne pense pas qu'on va avoir en 2023. En 2018, c'est pour moi, parce qu'il y a des jeunes, nous, on a grandi dedans le militantisme politique. Mais maintenant, il y a des jeunes qui sont désacculturés, ils vivent dans la capitale, ils créent canapé comme ça, mais ils n'ont pas de conscience politique. Et c'est ces jeunes-là, d'eux-mêmes, qui vont être vraiment, c'est comme des bombes ambulantes, qui marchent comme ça. Et une chance que nous, on a été colonisés par le christianisme, si je peux dire ça comme ça. Parce que si c'était l'islam qui est arrivé chez nous, il n'y aurait plus de Français là-bas chez nous. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça, c'est sûr et certain. Déjà, nous, on n'a pas de bureau dans le pays, donc on n'a pas de structure. Donc ça, c'est déjà une chose qu'on veut avoir, parce que si on a une structure dans la capitale, c'est là où les gens peuvent nous retrouver. Je vous avais vu tout à l'heure, il y a un monsieur qui a parlé, il s'appelle Dom. C'est un PDG de la grosse multinationale. Oui. Lui, il nous doit une villa. Oui, quoi? Il nous doit une villa. Il va les construire? Non, ça fait déjà 7 ans parce qu'on a défendu un problème chez moi, parce qu'ils ont une mine chez moi. C'est cette mine-là qui a permis de construire l'usine du Nord. Et le problème, c'est qu'il y a des autochtones qui se sont autoproclamés en la dignitaire terrien et chefs. Ils sont rentrés dedans, ils ont bloqué le... Mais seulement, c'est des clans limitrophes. Ceux qui sont sur ces terres-là, c'est mes cousins germains. Donc j'ai dit, écoute, on ne va pas laisser ces gens-là raconter n'importe quoi, mais rentrer dedans et rester une semaine. Une semaine, après, ils font dépôt de bilan, la société, elle tombe. Et donc on a été là-bas, moi c'était plus pour faire sortir le plan, pour le faire reconnaître. Et donc on a été appelé par Dom, et il m'a demandé 3 fois, qu'est-ce que vous voulez? 3 fois, Monsieur Chaud, qu'est-ce que vous voulez? 3 fois comme ça, et puis j'ai dit, je veux un bureau ici dans la capitale, mais c'est une villa que je veux, avec tout le matériel informatique. Il m'a dit, je vous promets, c'est avec mon argent ou l'argent de la société que je vais vous payer. Et après, il m'a dit, vous avez un fils? J'ai dit, oui, j'ai un fils, envoyez-le-moi, comme ça. Mais mon fils, il n'a jamais été, quoi, assez compliqué. Mais jusqu'à maintenant, il n'a pas payé la villa, mais ce n'est pas un souci, bon, on ne va pas s'attarder dessus. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'on n'a pas de structure pour pouvoir se canaliser avec tout le monde. Mais sinon, quand on va dans les tribus, on a nos endroits pour dormir, tout ce qu'il faut pour manger, et on fait notre travail d'information. Et les pauvres canards, c'est 60 000? Oui, sur les 200 au niveau de la population. Après, il y a 50% c'est catholique, 20% c'est protestant, et 1,7% c'est islam sunnite. Mais eux, c'est ceux qui ont été déportés d'Algérie. Pendant la révolution, ils ont exilé là-bas chez eux. Comment est-ce qu'on peut t'aider? Comment est-ce qu'on peut vous aider? Qu'est-ce que a ti te interesa de nous, en fait? O sea, te interesa, tú nous transmets ton histoire, ton problématique, ton lutte, voilà. Et elle te demande, et vous et toi, qu'est-ce que tu as besoin de nous? Qu'est-ce que vous nous demandez alors, par exemple? Oui, mais déjà ce qu'on fait là, c'est déjà une bonne chose de pouvoir parler de notre travail. J'étais aux Nations Unies, c'était une opportunité de venir là. Je vais parler déjà, comme je le disais tout à l'heure, que chacun de vous va être une personne ressource. Chez nous, il y a ce qu'on appelle des Bernard l'ermite. C'est juste une petite... Les Bernard l'ermite, c'est un petit coquillage qui vit au bord de mer. Et il y a un oiseau, ça s'appelle le martin pêcheur. Donc le martin pêcheur a dit au Bernard l'ermite, on fait une course. On fait une course du bout de la Calédonie jusqu'à notre bout. Et il y a 3 points. Celui qui arrive avant, il faut crier, je suis là. Et le Bernard l'ermite a dit, d'accord, on fait la course. Et le truc, c'est que, dans la logique, c'est que l'oiseau est obligé d'arriver avant. C'est normal. Mais le problème, c'est que, enfin, le problème pour l'oiseau, c'est que les Bernard l'ermite vivent côte à côte comme ça, tout le long de la mer. Donc c'est la parole qui est partie. Et il est arrivé avant l'oiseau là-bas. À chaque fois, il arrive avant l'oiseau. Donc quelque part, c'est ce que on fait. Après, voilà, si je peux trouver des grandes personnes qui ont ce qu'il faut pour pouvoir nous financer, ça, normalement, ça devait se faire. Ou des organisations non gouvernementales. Mais seulement, ils disent que nous, comme on est un pays français, on est trop riche. Donc, ils ne donnent rien. Ça fait que, voilà, on reste dans cette situation-là. Mais peu importe.
c'est pas l'argent et le nerf de la guerre, mais c'est l'esprit et puis notre combativité qui fait que les choses vont avancer. Et hier, j'ai participé à une conférence, vous allez rappeler le nom du monsieur, mais dans tout ce que lui il a dit, je me suis retrouvé dans ce qu'il a dit. Mais seulement, je me suis retrouvé dedans parce que nous, on a notre propre stratégie autochtone. Si on n'avait pas notre stratégie, je ne veux pas comprendre ce qu'il était en train de dire. Mais hier, tout ce qu'il a dit, ça se complète avec ce que nous on fait. Donc c'est... Bueno, ayer estuvimos con Enrique Dussel en la conferencia que dio en Geisha Forum y se habló mucho de decolonización y se habló mucho de los pueblos autóctonos y se habló mucho, digamos, del derecho él dice, nosotros somos un pueblo autóctono y tenemos el derecho a tener nuestra propia autonomía, nuestra propia determinación. Pero que si no llegan a tener, ¿no? Lo que dice es que gracias a que él tiene su propia metodología, pudo entender lo que Dussel decía, si no, no hubiera entendido nada. Tiene un trabajo. ¿Y que se encontró en su trabajo en lo que hace Dussel? Sí. ¿Se encontró en su trabajo? O sea, que se encontró Que en se lo que está encontraron. haciendo. Se reconoció, sí. Les dessins, qu'est-ce que c'est? Ah, si, les drapeaux. Oui, les couleurs, le bleu c'est le ciel et l'océan, c'est les couleurs universelles. Avec le vert c'est la nature, le rouge c'est la couleur du sang, parce que quel que soit là où on est, le sang il a la même couleur. Et après le jaune c'est le soleil. Et ce drapeau, sans la case, c'est le drapeau FNLKS, donc parti politique, ils n'ont pas la case. Nous on a mis la case parce que chaque poteau qui sont à l'intérieur de la case, tous les poteaux qui sont en bas sont c'est nous, les clans dignitaires terriens. Après, il y a les traverses, c'est les chefs coutumiers. Après, tu as le poteau central, c'est le grand chef. Donc cette case représente notre structure hiérarchique coutumière dans chaque territoire. C'est ce qu'on veut remettre en place, reprendre sa souveraineté et après essayer de l'avancer.